Bienvenue à vous. Je vais vous raconter une histoire sur le grand banditisme spectaculaire, ni blessé ni mort, mais malheureusement l'histoire finit mal pour l'un des braqueurs. Merci pour la force et bon visionnage la famille. Le 11 septembre 2001 à Saint-Estève, alors que le monde entier a les yeux rivés sur les attentats des tours jumelles à New York, les deux beaux-frères passent pour la première fois à l'action, près de Perpignan. Ils défoncent le centre de comptage de la banque, à coups de bulldozer, avant d'y pénétrer pour y voler leur butin, un braquage à 11 millions de francs. Le 3 avril 2003, dans la Drôme, un groupe d'hommes entre par effraction dans la Banque populaire de Chabeuil. La bande braque la banque et récolte près de 33 000 millions d'euros. Leur mode opératoire dans les banques consistait à y pénétrer par les toitures au petit matin. Peu avant l'arrivée du personnel, les employés entraient alors et désactivaient l'alarme, ce qui permettait aux malfaiteurs de surgir du plafond et d'emporter la caisse. Le surnom de mécano provient des premiers témoignages d'employés de banque retenus en otage. Ces derniers expliquèrent aux gendarmes que les hommes du commando cagoulés étaient tous vêtus de bleu de travail, comme des mécaniciens. Le 12 mai 2003, le gang fracture un distributeur de billets. Le 3 juillet 2003, deux convoyeurs stationnent devant le Crédit Agricole de Saint-Just à Dardèche afin d'y transférer des fonds en liquidité. En quelques secondes, deux hommes cagoulés et armés surgissent. Le premier pousse le convoyeur dans le fourgon, dans lequel il grimpe à son tour. Son complice prend le volant. Tous deux ordonnent au convoyeur de sortir les mallettes blindées, sans savoir que ces dernières ne peuvent être retirées qu'une par une. Ils sont donc obligés de patienter, en se mettant à l'abri. En 15 minutes, ils ont déjà récolté 3 valises. Un troisième braqueur débarque et les emporte. Pour assurer leur fuite, ils neutralisent les convoyeurs avec du ruban adhésif, afin de gagner le plus de temps possible. Quand les convoyeurs réussissent à se détacher, ils n'ont finalement pas grand-chose à dire aux policiers. Les enquêteurs ne sauront rien de plus que la composition des tenues de braqueurs, mais aussi que l'un d'eux avait visiblement un accent maghrébin. Toutefois, la caméra de l'agence bancaire devant laquelle a été détourné le convoi a réussi à filmer les hommes cagoulés. Malheureusement, la séquence est trop courte et inexploitable. Seule une Renault Clio standard est remarquée en arrière-plan. En février 2004, le gang remet le couvert dans la même région, à Alboussière. Cette fois-ci, le convoyeur qu'il braque est seul au volant, mais le transport de fonds est arrêté au beau milieu de la départementale par une voiture qu'il avait doublée par la gauche. Impossible de reculer, car un second véhicule bloque l'arrière. Le fourgon est pris en tenaille. Un homme cagoulé casse la vitre droite du convoyeur avec la crosse de son pistolet, et le tient en otage. Ses complices ordonnent au convoyeur de sortir toutes les valises, mais ce dernier refuse. Les deux hommes cagoulés commencent à s'agiter, et demandent au convoyeur de redémarrer, et de reprendre la route. Le convoyeur obéit. Sous la menace d'un revolver, l'un des braqueurs retire une mallette. Après quelques instants, il fait arrêter le camion, car il veut extirper une deuxième mallette, qu'il passe à son ami. Le camion redémarre, le temps d'une nouvelle temporisation. Après un autre arrêt, les braqueurs se font remettre une troisième puis une quatrième valise. Ils forcent le convoyeur à en arracher deux autres. Sans attendre la fin du délai de sécurité, l'une des mallettes enclenche son système de sécurité et éclate sous les yeux des braqueurs. Ils tirent une balle de pistolet sur le convoyeur, qui s'en sort indemne. Déstabilisés, les braqueurs prennent la fuite et abandonnent le chauffeur dans les bois. Alertés, la police judiciaire se saisit de l'affaire, et retrouve rapidement la voiture ouvreuse, entièrement calcinée et dotée d'une fausse plaque d'immatriculation. La seconde voiture est retrouvée à quelques kilomètres de là. Les braqueurs l'ont aspergée d'essence, mais elle n'a pas pris feu. Les policiers trouvent plusieurs traces d'encre dans la voiture. Ils en déduisent qu'au moins l'une des mallettes a bel et bien explosé. Malgré les divers braquages menés de main de maître par la bande, l'enquête semble piétiner. Les magistrats et officiers chargés de l'instruction avouent ne pas comprendre pourquoi les braqueurs s'en prennent à des valises de billets dont le système de sécurité est réputé infaillible, d'autant que l'encre répandue sur les billets en cas d'effraction rend ces derniers facilement identifiables et donc inutilisables. Le 19 avril 2004 à Vitrolles, du côté de Marseille, les policiers font une découverte intéressante, un hasard, puisqu'ils perquisitionnent un garage dans le cadre d'une enquête de voitures volées. Ce garage est celui d'un certain Christian Gioni. Dans son bureau, les policiers vont trouver des billets partiellement tachés d'encre violette. Les enquêteurs pensent que ces billets proviennent d'un braquage, et ils décident de les envoyer au laboratoire de la police scientifique.
Différentes couleurs d'encre sont identifiées, et selon celles-ci, on peut déterminer de quel braquage ils viennent. Il s'avère que les billets en question proviennent du braquage d'Alboussière. Christian Giomi est immédiatement placé en garde à vue, mais il fournit une explication plausible. Il raconte qu'il avait commandé une voiture volée auprès de deux jeunes gitans, qu'il ne peut malheureusement pas identifier. Christian Giomi aurait regardé l'état du véhicule et trouvé dans la boîte à gants ses billets tachés. Les policiers restent toutefois dubitatifs. Ils organisent alors un tapissage. Mais aucun des convoyeurs ne reconnaît Christian Giomi. Ce dernier est mis en examen pour vol avec arme et recel, et est incarcéré. Fin avril 2004, nouvelle apparition de billets tachés, cette fois-ci à Lyon. Plus de 200 billets maculés sont saisis. C'est une jeune femme de 23 ans qui se serait présentée à la banque pour échanger un montant de 4 000 €. Elle souhaitait écouler les billets dans une agence postale, dans laquelle on lui explique que si les billets sont détériorés, il faut les emmener à la Banque de France. L'employé lui demande de lui laisser ses billets et ses coordonnées, le temps de se renseigner. En secret, la banque alerte le procureur, qui à son tour prévient la brigade de police. Sarah est placée en garde à vue. Elle explique qu'elle a trouvé les billets dans un sac plastique, près de son domicile. Elle a essayé de le nettoyer, mais l'encre n'est pas partie. Elle s'est alors dit qu'elle allait les échanger à une agence bancaire proche, sans imaginer un instant que ces billets pouvaient venir d'un braquage. Malgré ses explications réitérées, elle aussi est mise en examen pour recel, et incarcérée. Le 3 septembre 2004, dans la Drôme à la Coucourde, un tunnel de passage pour les animaux, situé sous l'autoroute, prend feu. Lorsque l'incendie s'estompe, les gendarmes et les pompiers remarquent un camion carbonisé et vidé de son contenu. 12 mallettes sont étalées au sol. On réalise qu'elles ont été ouvertes à côté du fourgon. Dans le tunnel, on retrouve quelques billets brûlés, qui sont restés sur place, car ils étaient sans doute trop tachés. À côté du fourgon, ils retrouvent le convoyeur, en état de choc. Il faisait sa livraison habituelle, en passant par la route départementale, en tournant sur la gauche. Il remarque un véhicule qui semble le faire freiner, ce qui agace le convoyeur. En apparence, le véhicule en question est une camionnette de chantier. La situation n'a rien d'anormal, mais un homme en surgit, le braque, et le conduit dans le tunnel. Là, les mallettes sont fracturées et ouvertes une par les braqueurs. Pendant ce temps, l'un des hommes du commando armé tente de calmer le convoyeur qui semble sous le choc. Il lui fait la promesse qu'il pourra rentrer chez lui une fois que lui et ses complices seront partis. Les hommes passent plus d'1 heure dans le tunnel. Le temps de sortir les valises une par une. Une fois le camion vidé, les braqueurs le poussent vers la sortie, persuadés qu'il va être exécuté. Le convoyeur est pris de panique. Les braqueurs l'attachent à un arbre pour assurer leur fuite. Avant de partir, les malfrats lui font signe de ne retourner dans le tunnel sous aucun prétexte. Cette fois-ci, les braqueurs s'en vont avec une somme de 695 000 €, un record. Quelques minutes plus tard, la voiture des braqueurs explose, grâce à une bombe artisanale à retardement. Lors de la fouille des véhicules calcinés, les gendarmes sont prévenus. Une équipe a retrouvé la camionnette de chantier utilisée par les voleurs. À l'intérieur, ces derniers ont oublié plusieurs vêtements et des panneaux de circulation. Les braqueurs avaient en fait monté un faux chantier sur la D74 sur le trajet du convoyeur, et déroulé un câble électrique sur plus de 400 mètres, le long de la route, pour contrôler à distance le feu rouge, et forcer le camion de transport de fonds à s'arrêter. Le fourgon n'avait aucune chance de leur échapper, après constatation de l'ensemble des éléments de l'enquête. Les gendarmes savent qu'ils ont affaire à la même équipe de professionnels. Toutes les voitures volées dans la région sont répertoriées, ainsi que les armes, mais cela ne donne rien. Les gendarmes concentrent alors leurs recherches sur les lignes téléphoniques, et font du voisinage dans les maisons voisines. Personne n'a rien vu. Il ne reste plus qu'une veste de treillis datant de la guerre du Golfe, décidément malchanceux. Les enquêteurs ne parviennent pas à remonter jusqu'au fournisseur. Ils remarquent toutefois des anomalies dans le récit du convoyeur, qui leur avait assuré qu'il roulait avec les portes verrouillées et l'alarme activée. 2 éléments contredits par les constatations de la police. L'homme est placé sur écoute et ses relevés bancaires sont épluchés, mais il ne découvre rien d'autre qu'une maîtresse et 2 enfants adultérins. L'enquête retourne au point mort. Le 29 octobre 2004, le gang fait un nouveau braquage à la Côte Saint-André, avec l'ancienne méthode des mécanos. Déjà à l'intérieur de la banque, les braqueurs font part de leurs mauvais pressentiments. Plusieurs éléments ne se déroulent pas comme prévu. L'équipe décide donc de quitter les lieux, alors que les gendarmes sont en train d'arriver.
la voiture des malfaiteurs va croiser celle des gendarmes dans une rue très étroite, où deux voitures ne peuvent normalement pas passer en même temps. Les malfrats vont donc, comme si de rien n'était, laisser passer la voiture des gendarmes, qui file vers la banque. Une fois arrivés sur les lieux, les autorités vont vite faire le rapprochement entre le signalement des braqueurs et les occupants de la voiture croisée dans la ruelle quelques minutes plus tôt. Les gendarmes relèvent une nouveauté dans le mode opératoire de la bande, celle-ci est passée par les souterrains de la banque plutôt que par le toit. De janvier 2005 à juin 2005, d'abord à Saint-Georges-d'Espéranche, les braqueurs se font avoir en emportant 2 valises vides. Ensuite, au péage des Roussillons, ils retentent le coup et repartent avec 45 000 €. Après, à Bourgoin-Jallieu, ils se font à nouveau avoir par 2 valises vides. Encore après, ils reviennent à la Côte-Saint-André, et ils ramassent 40 000 €. Et par la suite, en juin 2005 à Davézieux, ils reprennent 2 valises vides. Début 2005, la police judiciaire de Clermont-Ferrand découvre que 2 individus installés en Auvergne auraient trouvé le moyen d'écouler les billets maculés d'encre. D'autres renseignements viennent conforter cette information. Un casino de Clermont-Ferrand affirme que des billets tachés d'encre ont circulé dans les machines à sous de l'établissement. 2 personnes sont suspectées, un certain Alain Kenny et un certain Jean-Pierre Bory. En juin 2005, les policiers suivent les 2 hommes presque tous les jours et constatent que les suspects font fréquemment des repérages sur des distributeurs automatiques de billets. Le 22e juin, ils passent à l'action, alors que Jean-Pierre Bory tente de fracturer un distributeur du centre commercial de Saint-Priest. Il est intercepté par une brigade de police. Les enquêteurs se rendent par la suite chez Kenny et découvrent à son domicile plusieurs billets provenant du braquage de la Coucourde. Les 2 hommes sont placés en garde à vue. Jean-Pierre Bory reconnaît la tentative pour laquelle il a été arrêté et il avoue le recel. Les policiers en apprennent plus pat Alain Kenny. Celui-ci explique que c'est Bory qui lui donne ses billets, et qui lui aurait dit se les être procurés avec un groupe d'amis. Ses amis sont 4, dont 2 en cavale. À côté, la version de Bory s'écroule. Le 8 septembre 2005, un convoyeur de fonds descend de son fourgon avec 2 mallettes. Pour les livrer à la banque, son collègue reste au volant. Le collègue entend du bruit, il ouvre sa porte et voit un braqueur. La voiture est partie, et les convoyeurs ne l'ont plus revue. Cette méthode sera appelée l'attaque trottoir par les enquêteurs. Après, le gang décide de reprendre les attaques au fourgon. Quelques semaines plus tard, un fourgon échappe aux braqueurs. La fois suivante, le fourgon ne leur échappe pas, sous la neige, avec 2 troncs d'arbres pour lui couper la route. Les policiers apprennent l'existence d'un chimiste surnommé Madagascar. Cet homme est un certain David Gelay. Il saurait comment nettoyer les billets maculés d'encre, et il connaîtrait Cocogne et Serge Quemin. Le fait que les 2 gangs, lessiveurs d'une part et mécanos d'autre part, ne font finalement qu'un, n'est connu qu'après l'estation des membres du groupe. Celle-ci a lieu le 30 mars 2006. Ce jour-là, une attaque trottoir à la Verpillière, près de Bourgoin-Jallieu dans l'Isère, tourne mal. Un convoyeur de fonds s'échappe et réussit à donner l'alarme. Les gendarmes réussissent à intercepter la Peugeot 807 des braqueurs, qui ont échangé leur camion pour un monospace mais sont repérés à un barrage policier. La Peugeot 807 démarre, juste devant les policiers. À un moment, la Peugeot percute une voiture, mais elle s'en sort et redémarre pendant quelque temps, jusqu'à son épuisement. Devant l'imminence de son arrestation, le chef de la bande, Cocogne, descend cagoulé de voiture et se suicide, en se tirant une balle dans le cœur qui s'était juré de ne jamais retourner en prison. Son beau-frère Serge Quemin, Hervé Carlier le conducteur, Philippe Carlier, David Gelay et Philippe Gascon sont arrêtés sur la commune de Bonnefamille. L'enquête montre que le gang a réalisé au moins 14 vols aggravés dans les départements de l'Ardèche, de l'Isère et de la Drôme, amassant un butin global d'environ 1,5 million €. Les membres du gang sont jugés le 14 janvier 2010 devant la cour d'assises de Lyon, et condamnés, après une audience de 2 semaines, à des peines modérées, compte tenu du nombre de faits reprochés. Ainsi Serge Quemin est condamné à 16 ans d'emprisonnement, tandis que Hervé Carlier a 12 ans, David Gelay a 11 ans, Jean-Pierre Bory a 8 ans, Philippe Carlier et Philippe Gascon a 5 ans. L'épouse de Cocogne, soupçonnée de complicité, est acquittée. Depuis, tous les membres de ce gang ont été libérés. Fin 2018, Serge Quemin, le dernier membre incarcéré, obtient une libération conditionnelle, après 12 ans de détention. Merci de vous abonner, à bientôt pour d'autres contenus La Famille.